Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons commencer un nouveau livre et donc une nouvelle histoire. La librairie ambulante de Christopher Morley. Très belle écoute à tous. Chapitre 1. Pour moi, l'enseignement supérieur, c'est de la foutaise. Les cracks en maths et autres grands poètes ne m'ont jamais paru plus efficaces pour laver la vaisselle ou repriser des chaussettes. J'ai lu autant que je le pouvais, et je ne prétends pas empêcher un cœur vrai d'aimer les livres. Mais j'ai aussi vu beaucoup de personnes de bon sens abîmées d'avoir trop lu. Il faut dire que la lecture des sonnets me donne le hoquet. Je ne m'attendais pas à devenir écrivaine, mais ma vie avec Andrew est parsemée d'anecdotes délectables qui méritent peut-être d'être racontées. Non, ce qui vaut la peine d'être raconté, c'est à quel point les livres ont brisé notre quotidien si paisible. Lorsque Jean Gutenberg, dont le vrai nom, au dire du professeur, était Jean Chair de Poule, a emprunté de l'argent pour acquérir sa presse typographique, il a semé la pagaille dans le monde. À la ferme, Andrew et moi étions extrêmement heureux, jusqu'à ce qu'il devienne écrivain. Si j'avais pu prévoir tous les ennuis que ses écrits allaient nous causer, j'aurais brûlé sans hésitation son premier manuscrit dans le four de la cuisine. Andrew McGill, l'auteur des livres que tout le monde lit, est mon frère. Autrement dit, je suis sa sœur, de 10 ans sa cadette. Il y a de ça quelques années, Andrew était un homme d'affaires, mais sa santé s'est détériorée, et comme tant de personnages de fiction, il est allé se ressourcer à la campagne, dans le giron de Mère Nature, comme il dit. Nous étions les seuls descendants d'une famille ratée. Je périssais lentement, occupant les fonctions de gouvernante consciencieuse dans un quartier huppé de New York. Il m'en a libéré, et avec toutes nos économies, nous avons acheté une ferme. Nous sommes devenus de vrais fermiers, qui se lèvent et se couchent avec le soleil. Andrew s'est mis à porter une chemise sans col, sous une salopette en toile. Sa peau s'est tannée et il s'est endurci. À force de lessiver, mes mains sont devenues rouges, parfois bleues à cause du givre. Elles ont cessé de feuilleter le Redfern Magazine. Ma cuisine était un champ de bataille où je retroussais mes manches et j'ai appris à aimer le dur labeur. Nos lectures se limitaient à des rapports agricoles gouvernementaux, des almanachs de médicaments brevetés publiés par des entreprises pharmaceutiques, des brochures de semenciers et les catalogues de Sir Roebuck. Nous étions abonnés à la ferme au coin du feu, dont nous lisions les feuilletons à voix haute. De temps en temps, nous nous autorisions la lecture d'un passage émouvant de l'Ancien Testament. Andrew aimait tout particulièrement le livre de Jérémie, qui le rendait joyeux. Au bout d'un certain temps, la ferme devint prospère. Au coucher du soleil, fièrement campé devant nos pâturages, Andrew parvenait à prédire, d'après la façon dont sa pipe brûlait, le temps qu'il ferait le lendemain. Nous étions donc très heureux jusqu'à ce que mon frère ait l'idée fatale de dire au monde à quel point nous étions heureux. Je suis navrée de devoir admettre qu'il avait toujours été un gros lecteur. Étudiant, Andrew avait été rédacteur en chef du journal universitaire. Il allait parfois en chercher les volumes reliés quand il était mécontent des feuilletons de la ferme au coin du feu. Il me lisait alors certains de ses poèmes et autres écrits de jeunesse, puis murmurait qu'il se remettrait un jour à écrire. J'étais davantage préoccupée par mes poules que par ses sornettes, qu'il avait la prétention d'appeler ses sonnets. J'avoue n'avoir jamais pris ces menaces très au sérieux. J'aurais dû être un peu plus vigilante. Puis notre grand-oncle Philippe mourut, et une véritable caravane, pleine à craquer de ses livres, débarqua un jour à la ferme. Professeur à l'université, il avait toujours aimé Andrew. En fait, c'est grâce à lui que mon frère a pu financer ses études supérieures. Nous étions ses seuls parents, et un beau jour, tous ces livres sont arrivés. Ce fut le début de la fin. Si seulement j'avais vu venir le danger. Andrew prit un malin plaisir
à couvrir d'étagères tous les murs de notre salon. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'aménagea le vieux poulailler en bureau, y installa un poêle et se mit à s'y enfermer quand j'allais me coucher. Et comme si ça ne suffisait toujours pas, il renomma notre foyer la ferme des Sabines, bien qu'il ait été connu pendant des années sous le nom de la grange dans la fange, au prétexte que ça sonnait plus littéraire. Il prit l'habitude d'emporter un livre lorsqu'il se rendait à Redfield pour faire les courses. Entre le vieux Ben qui broutait et se dandinait entre les limons et Andrew perdu dans son livre, il était de plus en plus fréquent que la carriole rentrât à la maison avec 2 heures de retard. Je suis facile à vivre et tant qu'Andrew faisait tourner la ferme, je ne me suis pas particulièrement inquiétée. J'avais largement de quoi m'occuper de mon côté. Pain et café chaud, œufs et confitures pour le petit déjeuner, soupe et viande à point, légumes, beignets salés, sauce, pain blanc et pain complet, pudding aux myrtilles, gâteau au chocolat et beurre pour le déjeuner, muffins, thé, petits pains à la saucisse, mûrs à la crème et beignets sucrés pour le souper. Voilà le genre de menu que je préparais 3 fois par jour depuis des années. Pas le temps de me préoccuper de ce qui ne me regardait pas. Et puis un matin, je surpris Andrew en train d'emballer un gros paquet plat pour le facteur. Il avait l'air si penaud que je n'eus qu'à recueillir sa confession. « J'ai écrit un livre, avoua-t-il, et il me montra la page de titre. Le paradis retrouvé d'Andrew McGill. Même à ce moment-là, je ne fus pas plus inquiète que ça. Je savais que personne ne l'imprimerait. Seigneur, quelle ne fut pas ma surprise quand, 1 mois plus tard, arriva la lettre d'un éditeur qui acceptait son texte. C'est la lettre qu'Andrew a fait encadrer et qu'il a affichée au-dessus de son bureau, afin que vous sachiez à quoi ça ressemble. En voici la copie. Decameron, Jones et compagnie, éditeur Union Square, New York, le 13 janvier 1907. Cher Monsieur McGill, nous avons lu avec un réel plaisir votre manuscrit « Le paradis retrouvé ». Il ne fait aucun doute dans notre esprit qu'un récit aussi enthousiaste sur les joies d'une vie saine à la campagne rencontrera l'approbation du public, et à l'exception de quelques corrections et abréviations, nous serions heureux de publier le livre pratiquement tel quel. Nous aimerions le faire illustrer par M. Tortoni, dont vous connaissez peut-être le travail, et serions heureux de savoir s'il peut vous rendre visite afin de se familiariser avec les saveurs de votre vie champêtre. Nous serions heureux de vous verser des droits d'auteur de 10% sur le prix de vente au détail de chaque exemplaire vendu, et nous joignons des contrats en double exemplaire à nous retourner signés au cas où cela vous conviendrait. Veuillez croire, etc., etc., Decameron, Jones et compagnie. Depuis, j'ai souvent pensé que Le Paradis perdu aurait été un bien meilleur titre pour ce livre. Il fut publié à l'automne 1907, et depuis lors, notre vie n'a plus jamais été la même. Par malheur, le livre est devenu un best-seller, largement salué comme un évangile d'énergie vitale et de santé mentale. Des lettres ont afflué. Andrew a rapidement croulé sous des offres d'éditeurs qui voulaient mettre la main sur son prochain livre. Les stratagèmes auxquels les éditeurs sont prêts à recourir pour faire signer un auteur défiant l'entendement. Dans Le Paradis retrouvé, Andrew avait décrit les vagabonds qui nous rendent visite, à quel point certains sont pittoresques et attirants. Il avait juste omis de préciser à quel point ils sont sales. Et comment nous ne refusions jamais de donner l'hospitalité à ceux qui en étaient dignes. Me croirez-vous si je vous dis qu'au printemps, suivant la publication du livre, un vagabond à l'allure peu recommandable, muni d'une besace, est arrivé chez nous, a embobiné Andrew et a passé la nuit sur place, avant de nous avouer au petit déjeuner qu'il était un éditeur new-yorkais de premier plan. Il avait choisi cette ruse pour faire la connaissance d'Andrew. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Andrew ait les chevilles qui enflent. L'année suivante, il a soudain disparu, ne laissant qu'une note sur la table de la cuisine. Il sillonna tout l'État pendant 6 semaines afin de recueillir des informations en vue de la rédaction d'un nouveau livre. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'empêcher d'aller à New York, parler à des éditeurs et à d'autres personnes du même acabit.
Il recevait des enveloppes pleines de coupures de presse, et il s'y plongeait au lieu d'aller labourer. Heureusement, le facteur arrive vers le milieu de la matinée, quand Andrew est au champ. Ça me laissait le temps de faire ma petite sélection dans son courrier. Après la sortie de son 2e livre, Le bonheur est dans le foin, les lettres des éditeurs sont devenues si nombreuses que je les mettais toutes dans le poêle avant qu'Andrew les voie, à l'exception de celles de Decameron, Jones et compagnie, qui contenaient parfois des chèques. Des gens lettrés se présentaient de temps en temps pour interviewer Andrew, mais je parvenais en général à les faire reculer. Le problème, c'est qu'Andrew devenait de moins en moins fermier et de plus en plus homme de lettres. Il s'acheta une machine à écrire. Il contracta la fâcheuse habitude de se planquer au-dessus de la porcherie et de noter des adjectifs pour décrire le coucher du soleil, au lieu de réparer la girouette de la grange, qui avait tant pivoté que le vent du nord soufflait désormais du sud-ouest. Il ne feuilletait presque plus les catalogues de Sears Roebuck, et après que M. Decameron nous eut rendu visite et suggéré qu'Andrew écrive un livre de poèmes champêtres, le frangin est tout simplement devenu insupportable. Pendant ce temps, je comptais les œufs, préparais ses 3 repas par jour et m'occupais seul de la ferme chaque fois qu'Andrew était pris d'un accès de crise littéraire et disparaissait en quête d'inspiration pour un nouveau roman. Il fallait voir l'état dans lequel il revenait de ses virées après avoir vagabondé le long des routes, sans argent ni linge propre à se mettre. Une fois, il est revenu avec une toux qu'on entendait de l'autre côté de la grange, à tel point que je dus le soigner pendant 3 semaines. Quand quelqu'un a publié une petite brochure sur le sage de Redfield, et comme la nécessaire piqûre de rappel qui a permis au grand écrivain de rester proche des réalités de la vie domestique, j'ai décidé de rendre à Andrew la monnaie de sa pièce. C'est cette histoire que vous êtes sur le point de lire. Chapitre 2. C'était une belle et fraîche matinée d'automne, le mois d'octobre, si je me souviens bien, et j'étais dans la cuisine en train d'enlever le cœur des pommes pour en faire de la compote. Nous allions manger du rôti de porc pour le déjeuner avec des pommes de terre bouillies et ce qu'Andrew appelle de la sauce brune Van Dyck. Andrew s'était rendu en ville pour acheter de la farine et du fourrage et ne serait pas de retour avant midi. Comme on était lundi, Madame McNally, la lavandière, était venue s'occuper du linge. Je m'apprêtais à aller chercher quelques bûchettes de bouleau lorsque j'entendis un bruit de roues vers le portail. Il y avait là l'un des plus gros chevaux blancs que j'ai jamais vus et une drôle de carriole bâchée en forme de fourgon. Un petit homme à la barbe rousse et à l'allure excentrique qui se tenait sur son siège s'est penché et a dit quelque chose. Je n'ai pas entendu. Je regardais son étrange roulotte. Elle était couleur bleu coquille d'œuf avec des reflets verts. Sur le côté, en grosses lettres écarlates, était peint Mifflin, librairie ambulante, vente de bons livres, Shakespeare, Charles Lamb, RLS, Hazlitt et tant d'autres. Sous le fourgon, dans des élingues, pendait ce qui ressemblait à une tente, ainsi qu'une lanterne, un seau et divers petits ustensiles. La roulotte était surmontée d'une lucarne, un peu comme un ancien tram. D'un coin montait un tuyau de poêle. À l'arrière, il y avait une porte flanquée de petites fenêtres et une volée de marches pour y accéder. Alors que je regardais cet étrange assemblage, le petit rouquin descendit de son siège et me fixa. Son visage buriné exprimait un curieux mélange d'espièglerie et de cynisme. Il portait une petite barbe rousse soignée et une veste de chasse quelque peu usée. Son crâne était très chauve. « Est-ce que c'est bien ici qu'habite Andrew McGill ?» demanda-t-il. Je fus bien obligé de l'admettre. J'ajoutai. « Mais il est absent jusqu'à midi. Son retour est assuré. Il y a du rôti de porc pour le déjeuner. »« Avec de la compote de pommes ?» s'enquit le petit homme. « De la compote de pommes et de la sauce au jus de viande, dis-je. C'est pour ça que je suis sûre qu'il rentrera à l'heure. Des fois, il est en retard, quand il y a des légumes bouillis, mais jamais les jours du rôti de porc. Andrew n'est pas près de devenir rabbin. »
Soudain une inquiétude me saisit. « Dites donc, vous ne seriez pas éditeur ?» m'écriai-je. « Qu'est-ce que vous lui voulez à Andrew ?» Je me demandais s'il ne serait pas intéressé d'acheter tout cet attirail, dit le petit homme, englobant d'un geste de la main la roulotte et le cheval blanc. Tout en parlant, il détacha un crochet et souleva d'un coup tout un pan de son chariot. Une sorte de déclic se produisit, et le rabat resta relevé comme un toit, ne laissant apparaître que des livres. Des rangées et des rangées de livres. Le flanc de son fourgon n'était qu'une grande bibliothèque. Des rayons s'étageaient les uns au-dessus des autres, tous remplis de livres anciens et nouveaux. Alors que je restais plantée là, plutôt contemplative, il sortit de je ne sais où un prospectus et me le tendit. La librairie ambulante de Roger Mufflin. Dignes amis, ma calèche contient de nombreux livres, nouveaux et anciens. Les livres, ces meilleurs amis de l'homme, ce savoir qu'à eux seuls ils diffusent, telles les paroles dorées des muses. Des livres sur la cuisine et sur l'agriculture, des traités pour développer votre culture, tous les genres pour tous les besoins, seul médicament quand on est mal en point. Aucune bibliothèque n'est aussi séduisante. La librairie ambulante de Mufflin, par R. Mufflin, propriétaire, imprimerie Starjob, Selleryville, va. Pendant que je pouffais de rire, il souleva un rabat similaire de l'autre côté de la roulotte, qui révéla davantage de rayons couverts de livres. J'ai toujours eu un esprit très pratique, et je ne pus m'empêcher d'ajouter. « Eh bien, j'imagine qu'il vous faut un sacré canasson pour transporter un tel fardeau. Ça doit peser plus lourd qu'un wagon de charbon. »« Oh, ma jument Peg fait parfaitement l'affaire, » répondit-il. « Nous ne nous déplaçons pas très rapidement, mais écoutez-moi, je veux vendre. Pensez-vous que votre mari achèterait l'ensemble, le fourgon, Pégase et tout le reste? Il aime les livres, n'est-ce pas? »« Minute, papillon. Andrew est mon frère, pas mon mari, et il aime trop les livres. Ils seront bientôt la ruine de cette ferme. Assis devant ses livres, rêvassant comme une poule sur ses œufs, il ne se préoccupe que d'eux, alors qu'il devrait être en train de réparer le harnais. Seigneur, le simple fait de voir votre roulotte pourrait le troubler pendant une semaine. Je dois intercepter le facteur avant qu'il passe le portail et retirer du courrier tous les catalogues des éditeurs pour qu'Andrew ne les voie pas. Je peux vous dire que je suis bien contente qu'il ne soit pas là. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une littéraire, mais je sais prendre du plaisir à lire un bon livre. Mon regard parcourait les étagères pendant que je parlais. L'homme avait un peu de tout. Des poèmes, des essais, des romans, des livres de cuisine, des livres pour enfants, des manuels scolaires, des bibles et bien d'autres choses encore. Tout cela pêle-mêle. « Écoutez-moi, » dit le petit homme, et à ce moment-là je remarquai qu'il avait les yeux brillants d'un fanatique. J'ai navigué avec cette librairie ambulante pendant 7 ans. J'ai parcouru le pays de la Floridomène et je pense avoir injecté autant de bonne littérature chez les paysans que le bon vieux docteur Eliot, avec son étagère d'1,50 m. Mais le moment est venu pour moi de vendre. Je vais écrire un livre sur la littérature chez les fermiers et je veux m'installer à Brooklyn, chez mon frère pour l'écrire. J'ai une foultitude de notes pour ce livre. Je pense que je vais rester dans les parages jusqu'à ce que M. McGill rentre à la maison pour voir s'il ne veut pas me racheter mon affaire. Je lui proposerai le tout, cheval, roulotte et livres pour $400. J'ai lu tous les livres d'Andrew McGill et je pense que la proposition l'intéressera. Je me suis plus amusée avec cette roulotte qu'avec une bande de macaques. J'ai été instituteur jusqu'à ce que ma santé se dégrade. J'ai alors repris ce commerce et sans jamais me mettre dans le rouge, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie. Eh bien, monsieur Mufflin, si vous voulez traîner dans les parages, je ne peux pas vous en empêcher, mais je regrette que vous soyez venu par ici avec votre vieille roulotte. Je tournai les talons et je revins à la cuisine.
Je savais pertinemment qu'Andrew grimperait au rideau à l'instant où il verrait ce wagon de livres, sans parler de la carte farfelue de M. Mufflin avec sa poésie. Je dois avouer que j'étais très contrariée. Andrew est aussi déraisonnable que fantasque. Il n'aspire qu'à se balader et ne rêve que de nouvelles randonnées à travers le pays. Il lui suffirait de voir cette librairie ambulante pour tomber dans le panneau. Et je savais que M. Decameron cherchait à lui faire signer un nouvel ouvrage. Quelques semaines auparavant, j'avais intercepté l'une de ses lettres, suggérant une resucée du bonheur et dans le foin. Andrew était absent. Je me doutais bien de ce qu'elle contenait. Je l'ai donc ouverte, lue et, comment dire, brûlée, franchement. Comme si Andrew n'avait pas assez à faire et devait encore aller rêvasser par les chemins comme un vagabond, sous prétexte d'écrire un énième livre sur le sujet. Pendant que je m'affairais dans la cuisine, je vis M. Mufflin se comporter comme en terrain conquis, dételer sa jument, l'attacher à la clôture, s'asseoir près du tas de bois et allumer sa pipe. À l'évidence, il n'allait pas lâcher le morceau. Au bout d'un moment, je ne pus plus me contenir. Je sortis pour remettre ce colporteur chauve à sa place. « Dites-moi, vous êtes bien culotté de vous sentir aussi à l'aise chez moi. Je ne vous veux pas ici, ni vous ni votre brocante ambulante. Je vous conseille de décamper avant le retour de mon frère. Je ne vous laisserai pas détruire notre famille. »« Mademoiselle McGill, dit-il. » Ce satané personnage avait malgré tout quelque chose de séduisant, maudit soit-il, avec son œil vif et pétillant et sa petite barbe ridicule. Je vous assure ne pas vouloir être discourtois. Si vous me demandez de partir d'ici, je partirai bien entendu, mais je vous préviens que je guetterai M. McGill tout près d'ici. Je suis venu pour vendre cette caravane littéraire, et sur la tombe de Swinburne, je pense que votre frère est l'acheteur rêvé. Mon sang ne fit qu'un tour, et je dois admettre que je prononçai la phrase qui suit sans tourner suffisamment de fois ma langue dans ma bouche. Plutôt que de vous laisser refiler votre vieille caravane à Andrew, je préfère l'acheter moi-même. Je vous en donne $300. Le visage du petit homme s'éclaira. Il n'accepta pas mon offre, mais il ne la refusa pas non plus. J'étais terrifiée à l'idée qu'il me prenne au mot et que mes 3 années d'économie pour l'achat d'une Ford s'envolent. « Venez la voir de plus près, dit-il. Je dois admettre que M. Roger Mufflin avait aménagé sa carriole de manière drôlement confortable. Construite au-dessus des roues, la roulotte paraissait peu maniable, mais cela permettait d'avoir plus de place pour les étagères. Il restait environ 1,50 m de large sur 2,70 m de long d'espace d'intérieur. D'un côté, il y avait un petit poêle à pétrole, une tablette abattante et une couchette qui semblait douillette, au-dessus de laquelle était construite une sorte de commode pour ranger des vêtements et d'autres choses, je suppose. De l'autre côté, il y avait encore des étagères, une petite table et une chaise en osier toute rikiki. Chaque centimètre carré semblait avoir été mis à profit, que ce soit pour une étagère, un crochet, une armoire suspendue ou quelque chose d'autre. Au-dessus du poêle se trouvait une jolie petite rangée de casseroles, de plats et d'ustensiles de cuisine. La lucarne surélevée permettait tout juste de se tenir debout dans l'allée centrale du fourgon, et à l'avant une petite fenêtre coulissante ouvrait sur le siège du conducteur. Dans l'ensemble, tout cela paraissait très soigné. Des rideaux encadraient les fenêtres à l'avant et à l'arrière, tandis qu'un pot de géranium se tenait sur une étagère exiguë. Je fus amusée de découvrir un terrier irlandais blond sable recroquevillé sur la couverture mexicaine colorée qui recouvrait la couchette. « Mademoiselle McGill, je ne peux pas vendre ma librairie ambulante pour moins de $400. Au fil du temps, j'y ai déjà investi au moins le double. Elle est bien construite, elle est solide, et il y a tout ce dont on peut avoir besoin. Des couvertures au cube de bouillon. L'ensemble est à vous pour $400, y compris le chien, le réchaud et tout le bric-à-brac. Il y a une tente sanglée en dessous, une glacière. » Il ouvrit une petite trappe sous la couchette. Un réservoir de kérosène
et Dieu sait quoi encore. Elle est aussi bien équipée qu'un yacht, mais j'en suis lasse. Si vous avez aussi peur que votre frère s'y intéresse, pourquoi ne l'achèteriez-vous pas vous-même? Partez à l'aventure pendant qu'il reste à la maison à s'occuper de la ferme. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Je vais vous mettre moi-même le pied à l'étrier. Je vous accompagnerai le premier jour et vous montrerai comment tout cela fonctionne. Vous allez vous amuser comme une folle dans cet engin et vous offrir de belles vacances. Cerise sur le gâteau, ça fera une sacrée surprise à votre frère. Pourquoi ne pas vous laisser tenter? Je ne sais pas si c'est à cause de la propreté de son absurde petite roulotte, ou de la folie de sa proposition, ou tout simplement du désir de vivre une aventure rien qu'à moi, tout en jouant un tour à Andrew. Quoi qu'il en soit, prise d'une impulsion inattendue, j'éclatai de rire. « D'accord, je vous l'achète. » Voilà ce que j'ai dit, moi, Hélène McGill, à 39 ans bien tapés. Chapitre 3. Eh bien, me dis-je, si l'aventure m'attend, plus un instant à perdre. Andrew rentre à 12h30, et si je veux lui fausser compagnie, je ferais mieux de me mettre en route. Il va me prendre pour une folle. Je vais à coup sûr l'avoir à mes trousses. Eh bien, il ne m'attrapera pas, c'est tout. Une espèce de colère m'envahit à l'idée que je vivais dans cette ferme depuis près de 15 ans. Oui, messieurs, dames, depuis l'âge de 25 ans, et que j'en étais pratiquement jamais sortie, sauf lors de ce voyage à Boston, une fois l'an, pour aller faire du shopping avec ma cousine Eddie. Je dois avoir une âme de ménagère. J'aime ma cuisine, mon placard à conserve et mon armoire à linge autant que ma grand-mère les aimait. Mais quelque chose dans cet air bleu d'octobre et dans ce petit homme à la barbe rousse m'avait titillé. « Écoutez-moi, monsieur le libraire ambulant. Je ne suis peut-être qu'une vieille idiote, mais je crois que je vais me laisser tenter. Allez atteler votre cheval. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma valise et vous faire un chèque. Ça fera le plus grand bien à Andrew de devoir se débrouiller sans moi. Ça me donnera aussi l'occasion de lire quelques livres, à mon tour d'aller à l'université. » Sur ce, je dénouai mon tablier et je courus vers la maison. Le petit homme resta adossé à son fourgon, comme stupéfait. Je crois qu'il l'était bel et bien. Je me précipitai dans la maison et m'amusai de voir sur la table du salon un exemplaire d'un des magazines d'Andrew où s'étalait « La révolte des femmes » en grandes lettres rouges. Je ne pus m'empêcher de penser « En route pour la révolte, Hélène McGill ». Je m'assis à son bureau, écartai un tas de notes qu'il avait prises sur la magie de l'automne et lui griffonnai ces quelques lignes. « Cher Andrew, ne pense pas que je sois devenue folle. Je pars à l'aventure. Je viens de réaliser que tu vivais toutes sortes d'histoires pendant que je restais à la maison à faire cuire du pain. Madame McNally s'occupera de tes repas et l'une de ses filles pourra venir faire le ménage. Tu n'as donc pas lieu de t'inquiéter. Je m'en vais pour un petit moment, un mois peut-être, découvrir par moi-même si le bonheur est dans le foin. C'est ce que les magazines appellent la révolte des femmes. Tu trouveras tes sous-vêtements d'hiver dans le coffre en cèdre de la chambre d'amis en cas de besoin. Je t'embrasse fort, Hélène. » Je laissai ma lettre sur son bureau. Madame McNally était penchée sur les cuves de la buanderie. Je ne voyais que la large cambrure de son dos et le fracas de son frottement vigoureux. Elle se redressa en m'entendant. « Madame McNally, je m'absente pour un petit voyage. Vous feriez mieux de laisser tomber la lessive jusqu'à cet après-midi et de préparer le déjeuner d'Andrew. Il sera de retour vers 12h30. Il est 10h30. Dites-lui que je suis allée voir Madame Collins à la ferme des sauterelles. » Madame McNally est une Suédoise robuste, un peu longue à la détente. « Bien, mademoiselle, serez de retour pour le déjeuner ?»« Non, je ne reviendrai pas avant un mois. Je pars en voyage. Demandez à Rosie de venir ici tous les jours faire le ménage pendant mon absence. Je vous laisse vous arranger directement avec monsieur McGill à ce sujet. Je me sauve. Je dois me dépêcher. »
Perplexes, les yeux ingénus de madame McNally, aussi bleus que de la porcelaine de Copenhague, se détournèrent vers la fenêtre et tombèrent sur monsieur Mifflin qui attelait Pégase. Je la vis tenter, au prix d'un vaillant effort, de déchiffrer l'inscription peinte sur le flanc du fourgon, puis y renoncer. « Vous partez avec ça ?» demanda-t-elle dans le vide. « Oui, » répondis-je avant de m'enfuir à l'étage. Je range depuis toujours mes relevés bancaires dans une vieille boîte à cigares, elle-même rangée dans le tiroir supérieur de ma commode. Je n'économise pas très vite, c'est un fait. L'argent que mon père m'a laissé me rapporte quelque intérêt, mais c'est Andrew qui les gère. Mon frère pourvoit à toutes les dépenses de la ferme, mais j'ai à ma charge les frais ménagers. Je me fais un peu d'argent de poche avec mes volailles et avec mes confitures que j'expédie à Boston. J'envoie de temps en temps certaines de mes recettes à un magazine féminin, mais en général, mes économies ne dépassent pas 10 $ par mois. Au cours des 5 dernières années, j'ai réussi à mettre de côté plus de 600 $. J'économisais pour m'acheter une Ford. Or, tout à coup, cette librairie ambulante promettait de se révéler beaucoup plus amusante qu'une Ford ne serait jamais. 400 $, c'est beaucoup d'argent, mais il fallait coûte que coûte éviter qu'Andrew ne rentre à la maison et ne l'achète. Il serait absent jusqu'à la Toussaint. Alors que si c'était moi qui l'achetais, je pourrais l'emporter au loin, vivre mon aventure et la vendre dans un trou perdu pour m'assurer qu'Andrew ne la voie jamais. Pas le moment d'avoir des scrupules. Je décidai donc de rendre au sage de Redfield un peu de la monnaie de sa pièce. Mon solde à la Banque nationale de Redfield était de 615,20 $. Je m'assis à la table de ma chambre où je tiens mes comptes et je fis un chèque de 400 $ à Roger Mifflin. Je m'appliquai à faire suivre les chiffres d'un grand nombre de boucles afin que personne ne puisse faire passer le montant du chèque à 400 000 $. Puis je sortis ma vieille valise en rotin et j'y fourrai quelques vêtements. Toute l'affaire me prit à peine 10 minutes. En descendant, je trouvai madame McNally en train de scruter la librairie ambulante depuis la porte de la cuisine, avec un regard qui en disait long. « Vous partez dans ça, dans ce bus, mademoiselle McGill ?» demanda-t-elle. « Oui, madame McNally, » répondis-je gaiement. Le fait qu'elle fasse allusion à un bus me donna de l'inspiration. C'est un de ces taxis collectifs dont on cause en ville. Il va me conduire à la gare. Ne vous inquiétez pas pour moi, je pars en vacances. Préparez le déjeuner de monsieur McGill. Après le déjeuner, dites-lui qu'il y a un mot pour lui dans le salon. Si je peux me permettre, ce bus, il est bizarre, dit madame McNally, dubitative. Je pense que cette brave femme soupçonnait une fugue. Je portais ma valise jusqu'à la roulotte. Pégase, bien harnachée, patientait sagement. De l'intérieur parvenaient des bruits de mouvements vigoureux. L'instant d'après, le petit homme surgit de son véhicule avec à la main une valise en cuir pleine à craquer. Il portait une casquette de tweed de guingois sur l'arrière de la tête. Il s'écria triomphalement. « Voilà, j'ai emballé mes effets personnels, vêtements et autres, et tout le reste vous revient. Quand je monterai dans le train avec cette valise, je serai un homme libre. Vive Brooklyn, Seigneur, quelle joie d'y repartir. J'y ai vécu autrefois, mais je n'y suis pas retourné depuis 10 ans, ajouta-t-il d'un ton plaintif. Voici votre chèque, lui dis-je en le lui tendant. Il rougit et me regarda un peu honteux. Écoutez, dit-il, je m'en voudrais que vous pensiez faire une mauvaise affaire. Je ne veux pas abuser d'une dame. Si vous pensez que votre frère... J'allais de toute façon m'acheter une Ford. Et il me semble que votre taco me coûtera moins cher à entretenir que n'importe quelle bagnole sortie des usines de Détroit. Le but est de conduire cette librairie aussi loin que possible d'Andrew. Signez-moi un reçu et partons d'ici avant son retour. Il prit le chèque sans un mot, hissa sa grosse valise en cuir sur le siège avant, puis disparut à l'arrière. Une minute plus tard, il réapparut, au dos d'une de ces cartes poétiques qu'il avait écrites. «
Reçu de mademoiselle McGill la somme de 400 $ en échange d'une librairie ambulante en excellent état, livrée ce jour le 3 octobre, signé Roger McFlynn. Dites-moi, votre roulotte, ma roulotte, je veux dire, contient-elle tout ce dont je suis susceptible d'avoir besoin? Est-elle approvisionnée en nourriture, etc. J'allais y venir, répondit-il. Le placard au-dessus de la cuisinière contient quantité de choses, même si j'ai pris l'habitude de prendre la plupart de mes repas dans des fermes au fil de mes pérégrinations. Je troque en général un repas contre une lecture à haute voix. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point la plupart des gens de la campagne connaissent peu les livres et à quel point ils sont heureux d'entendre de belles pages. Dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie. « Ok, et pour le canasson ?» dis-je précipitamment, le voyant sur le point de se lancer dans une anecdote. Il n'était pas loin des 11 heures et j'avais hâte de me mettre en route. Ça ne ferait pas de mal d'emporter de l'avoine, ma réserve est presque épuisée. Je filai à l'écurie bourrer un sac d'avoine et M. McFlynn me montra où l'accrocher sous le fourgon. Puis j'allai dans la cuisine remplir un grand panier de provisions de secours. Une douzaine d'œufs, un bocal de lardons, du beurre, du fromage, du lait concentré, du thé, des biscuits, de la confiture et 2 miches de pain. M. McFlynn les rangea à l'intérieur de la roulotte, sous le regard ahuri de Mme McNally. « Si je peux me permettre, ce pique-nique, il est bizarre, dit-elle. Quelle direction vous allez? Et M. McGill, il va vous retrouver? » « Non, insistai-je, il ne vient pas avec moi. Je pars en vacances toute seule. Préparez-lui son déjeuner et il ne s'inquiétera de rien. Dites-lui que je suis allée voir Madame Collins. » Je gravis les petites marches et pénétrai dans mon véhicule avec la sensation agréable d'en être la propriétaire. Le terrier, allongé sur la couchette, sauta sur le plancher en remuant amicalement la queue. Du coup, je pus y empiler mes propres draps et couvertures, retournai et secouai les tiroirs situés au-dessus, et y rangeai les quelques affaires que j'avais prises. Nous étions enfin prêts à partir. Barberousse était déjà assis à l'avant, rênes en main. Je grimpai à côté de lui. Le siège avant était large, dénué de coussins, mais bien abrité par le toit de la roulotte. Je jetai un dernier regard à la maison, paisible sous ses ormes et ses érables, puis à la grande grange rouge qui brillait au soleil, et enfin au pressoir sous la tonnelle de raisin. Je fis un salut d'adieu à Madame McNally qui nous observait, bouche bée. Pégase jeta tout son poids vers l'avant, et la librairie ambulante se mit en branle. Une fois passé le portail, nous nous dirigeâmes vers la route de Redfield. « Tenez !» dit McFlynn en me tendant les rênes. « Vu que vous êtes le capitaine, c'est normal que vous conduisiez. De quel côté souhaitez-vous aller ?» Ma respiration s'accéléra quand je compris que mon épopée venait de commencer. Chapitre 4. Non loin de la ferme, la route bifurque. D'un côté, elle conduit vers Walton, où l'on franchit le fleuve par un pont couvert. De l'autre, elle serpente vers Greenbriar et Port-Vigor. Madame Collins habite à un peu plus d'1,5 kilomètre sur la route de Walton, et comme je passe souvent la voir, j'ai pensé qu'il y aurait de fortes chances qu'Andrew vienne m'y chercher. Raison pour laquelle, après avoir traversé le bosquet, je tournai à droite vers Greenbriar. Nous prîmes la longue montée de Huckleberry Hill, et en sentant l'odeur fraîche des feuilles d'automne, je ne pus m'empêcher de sourire. Monsieur McFlynn semblait d'humeur extatique. « Quelle initiative !» déclara-t-il. « Seigneur, j'admire votre esprit intrépide. Pensez-vous que M. McGill va être à nos trousses ?»« Je n'en ai pas la moindre idée, » lui répondis-je. « Pas tout de suite en tout cas. Il est tellement habitué à me voir mener une vie étroite et rangée qu'il ne se doutera de rien avant d'avoir trouvé ma lettre. Je me demande ce que Madame McNally va bien pouvoir lui raconter. »« Que diriez-vous de le mettre sur une fausse piste ?» dit-il. « Donnez-moi votre mouchoir. »
Je m'exécutais. Il sauta avec agilité, redescendit la colline en courant. C'était un petit homme alerte malgré sa calvitie. Il laissa tomber le mouchoir sur la route de Walton, une trentaine de mètres après la bifurcation. Puis il remonta toute la pente. « Voilà, dit-il en ricanant comme un gamin, ça va le berner. Le sage de Redfield ira sans aucun doute dans la mauvaise direction, et les fugitifs le sèmeront d'autant. Mais je crains qu'il ne soit assez facile de suivre une embarcation aussi insolite que cette librairie ambulante. Dites-moi, comment vous gérez tout ça? Est-ce que vous en retirez vraiment du profit? » Nous nous arrêtâmes au sommet de la colline pour permettre à Pégase de reprendre son souffle. Le chien se coucha dans la poussière et nous fixa d'un air grave. M. Mufflin sortit une pipe et sollicita mon autorisation de fumer. La façon dont je me suis lancé dans cette aventure est assez comique. J'étais instituteur dans le Maryland. Je trimais depuis des années dans une école de campagne avec un salaire de misère. J'essayais de subvenir aux besoins d'une mère invalide et de mettre de l'argent de côté en cas de coup dur. À cette époque, je me demandais si je pourrais un jour porter un costume plus ou moins convenable et faire cirer mes chaussures tous les jours. Puis ma santé s'est dégradée et mon médecin m'a dit d'aller respirer l'air de la campagne. Peu à peu m'est venue l'idée d'une librairie itinérante. J'ai toujours aimé les livres, et du temps où j'étais en pension chez les paysans, je leur faisais la lecture à voix haute. Après la mort de ma mère, j'ai construit ce fourgon comme je l'avais imaginé. J'ai acheté un stock de livres chez un bouquiniste à Baltimore, et je me suis mise en route. Je crois pouvoir dire que cette librairie ambulante m'a sauvé la vie. Il remit sa vieille casquette défraîchie et ralluma sa pipe. Je relançai Pégase et nous repartîmes dans un gentil fracas sur les hautes terres qui surplombaient les pâturages. Au loin, des cloches de vaches s'entrechoquaient, résonnant bruyamment parmi les buissons. De l'autre côté de la colline, je pouvais voir la route qui s'éloignait en serpentant vers Redfield. Quelque part sur cette route, Andrew rentrait à la maison, direction mon rôti de porc et ma compote de pommes. Et moi, pendant ce temps-là, voilà-t-il pas que je me lançais dans la toute première folie de ma vie, sans l'ombre d'un scrupule. « Mademoiselle McGill, dit le petit homme, cette carriole m'a servi de femme, de médecin et de religion pendant 7 ans. Il y a 1 mois, la simple idée de la quitter aurait relevé du sacrilège. Mais sans aucune raison particulière, je me suis rendu compte que j'avais besoin de changer de vie. Il y a un livre que j'ai envie d'écrire depuis longtemps, et pour ce faire, j'ai besoin d'un bureau stable sous mes coudes et d'un vrai toit au-dessus de ma tête. Et aussi stupide que cela puisse paraître, j'ai hâte de retourner à Brooklyn. Mon frère et moi y vivions quand nous étions enfants. Ah, la promenade sur le vieux pont au coucher du soleil et la vue des tours de Manhattan sous un ciel rougeoyant. Et ces vieux croiseurs gris de la marine nationale. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai été ravie de vous la vendre. J'ai vendu beaucoup d'exemplaires des livres de votre frère, et j'ai souvent pensé que ce serait lui qui m'achèterait ma librairie ambulante, le jour où je m'en lasserais. « C'est tout le problème, lui répondis-je. Andrew est le parfait gogo. Il l'aurait acheté d'un claquement de doigts. Et vas-y que je m'embarque dans cette roulotte, et vas-y que je néglige la ferme. Mais parlez-moi plutôt de la vente de livres. Combien ça rapporte? Nous allons bientôt passer devant la ferme de Madame Mason, et nous pourrions essayer de lui vendre quelque chose, histoire de me mettre en condition. »« C'est très simple, déclara-t-il. Je reconstitue mon stock chaque fois que je traverse une grande ville. Il y a toujours une librairie d'occasion où l'on peut trouver toutes sortes de bouquins. Et de temps en temps, j'écris à un grossiste de New York pour lui demander ce qu'il a pour moi. Lorsque j'achète un livre, j'indique au dos le prix que j'ai payé, ce qui me permet de savoir à quel prix je peux le vendre. Regardez. » Il sortit un livre de derrière le siège, un exemplaire de Lorna Doone, et pointa au dos les lettres AM griffonnées au crayon.
Cela signifie que je l'ai payé 10 cents. Si vous le vendez 25 cents, vous assurez votre bénéfice. Les charges de ma librairie ambulante se montent à environ 4 $ par semaine, souvent moins. Si vous engrangez un profit équivalent pendant 6 jours, vous pouvez vous permettre de chômer le dimanche. Comment savez-vous ce que AM signifie 10 cents? Mon nom de code est manuscrit. Chaque lettre représente un chiffre de 0 à 9. Regardez. Il griffonna la formule sur un bout de papier. Manuscrit est égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous comprenez maintenant pourquoi AM signifie 10 cents. De la même façon, AN équivaudrait à 12, NS à 24, AC à 1500, AMM à 1 $, et ainsi de suite. Cela étant, j'ai pour principe de ne jamais acquérir un livre pour plus de 50 cents, car les campagnards sont réticents à débourser plus pour ce genre d'objet. Ils sont prêts à payer une fortune pour une centrifugeuse ou pour une capote de cabriolet, mais personne ne leur a jamais appris à se soucier de littérature. Néanmoins, il est surprenant de découvrir à quel point ils sont enthousiastes à l'idée de lire des livres si on arrive à leur refiler les bons. Juste après Port-Vigor, il y a un fermier qui n'attend qu'une chose, que je revienne. J'y suis déjà allé 3 ou 4 fois, mais je sais qu'il en achètera encore pour au moins 5 $. La première fois que je suis passé chez lui, je lui ai vendu l'île au trésor, et il en parle encore. Je lui ai ensuite vendu Robinson Crusoe et les 4 filles du docteur March, pour sa fille. Une autre fois, les aventures de Huckleberry Finn et le livre de Grubb intitulé La patate. La dernière fois que j'y suis allée, il voulait du Shakespeare, mais j'ai refusé de lui en vendre. D'après moi, il n'avait pas encore le niveau. À l'écouter, je commençais à percevoir la part d'idéalisme dans le travail du petit homme. À sa façon, il était une sorte de missionnaire itinérant, un grand bavard aussi. Ses yeux pétillaient au fur et à mesure qu'il s'échauffait. « Seigneur, dit-il, lorsque vous vendez un livre à quelqu'un, vous ne lui vendez pas seulement une livre de papier, d'encre et de colle, vous lui vendez une nouvelle vie. L'amour, l'amitié, l'humour et une croisière en mer la nuit. Il y a de tout, de la terre aux cieux dans un livre. Enfin, j'entends dans un vrai livre, non d'un chien. Si j'étais un boulanger, un boucher ou un vendeur de balais, les gens se précipiteraient vers leur portail à mon passage, impatients de découvrir ma marchandise. Et me voici chargé de leur salut éternel. Oui, madame, le salut de leurs petits esprits rabougris. Il faut encore que je me batte pour les en convaincre. D'un autre côté, c'est là tout le charme de cette profession. Je fais quelque chose que personne d'autre, de Nazareth dans l'État du Maine à Walla Walla dans l'État de Washington, n'a jamais pensé faire. C'est un tout nouveau domaine, mais sur la tombe de Whitman, ça en vaut la peine. Ce pays a besoin d'une seule chose, plus de livres. Il se mit à rire de sa propre fougue. Au fond, c'est comique, dit-il. Même les éditeurs, les gars qui impriment les livres, ne se rendent pas compte de ce que je fais pour eux. Certains d'entre eux refusent même de me faire crédit parce que je vends leurs livres pour ce qu'ils valent au lieu du prix qu'ils en veulent. Ils m'écrivent des lettres sur le maintien des prix et je leur écris des lettres sur le maintien du talent. Publiez un bon livre et j'en obtiendrai un bon prix, voilà ce que je leur réponds, moi. Parfois, j'ai l'impression que les éditeurs en savent moins sur les livres que n'importe qui d'autre. Au fond, c'est pas étonnant. La plupart des instituteurs ne connaissent pas grand-chose aux enfants. Le plus beau, poursuivit-il, c'est que j'y prends un plaisir fou. Peg Bock, c'est le chien, et moi, quand nous flânons le long des routes par de chaudes journées d'été, il nous arrive de tomber sur une pension de famille, où les habitants digèrent leur déjeuner sur un fauteuil à bascule. La plupart d'entre eux s'ennuient à mourir. Rien de bon à lire, rien d'autre à faire que de rester assis à regarder les mouches bourdonner au soleil et les poulets fourrager dans la poussière. Dans ce cas-là, je sais déjà que je n'aurai aucun effort à faire pour vendre une demi-douzaine de livres qui leur redonneront goût à la vie. Le genre de clients qui n'oublieront pas la librairie ambulante de sitôt.
Prenez O. Henry, par exemple. Même la personne la plus assoupie ne reste pas indifférente aux histoires de cet écrivain. Il comprenait la vie, ça je peux vous l'assurer, mais il savait surtout en décrire toutes les petites péripéties. J'ai passé une soirée entière à lire O. Henry et Wilkie Collins, à des gens qui m'ont acheté tous leurs livres et m'en ont réclamé d'autres. « Que faites-vous en hiver » demandai-je, une question pratique comme la plupart de celles que je pose. « Cela dépend de l'endroit où je me trouve lorsque le mauvais temps s'installe, » répondit M. Mifflin. « Pendant 2 hivers, je suis resté dans le sud et j'ai réussi à faire tourner ma librairie ambulante tout au long de la saison. Sinon, je me pose là où je suis. Je n'ai jamais eu de mal à dénicher une pension pour Peg et à me dégoter un job si nécessaire. L'hiver dernier, j'ai travaillé dans une librairie à Boston. L'hiver précédent, dans un drugstore en pleine campagne, en Pennsylvanie. L'hiver précédent, je donnais des cours de littérature anglaise à 2 garçons. L'hiver précédent, j'étais steward sur un bateau à vapeur. Voilà comment ça se passe. J'ai connu des expériences assez diverses. D'après moi, un homme passionné de livres ne peut jamais mourir de faim. Mais cet hiver, j'ai l'intention de le passer avec mon frère à Brooklyn et de bûcher mon livre. Seigneur, le temps que j'ai passé à macérer ce bouquin. De longs après-midi d'été, je suis resté assis sur le siège de cette carriole à affronter la poussière, à réfléchir à m'en faire éclater le crâne. Voyez-vous, mon idée, c'est que les gens ordinaires, c'est-à-dire ceux de la campagne, n'ont jamais eu l'occasion de s'approvisionner en livres et n'ont jamais eu personne pour leur expliquer ce que les livres racontent. Les présidents d'université peuvent bien continuer à vanter leurs étagères d'1,50 m de grande littérature et les éditeurs à faire la publicité de leurs classiques illustrés. Ce dont les gens ont vraiment besoin, c'est de belles histoires, simples et authentiques. Des histoires qui les prennent aux tripes, qui les fassent rire et trembler, et qui les rendent humbles en réalisant à quel point nous sommes peu de choses sur cette planète. Des histoires qui les inciteront à garder l'âtre bien balayé, le tas de bois fendu en bûchette, et la vaisselle lavée, séchée et rangée. Quiconque peut amener les gens de la campagne à lire quelque chose d'intéressant rend un véritable service à la nation. Et c'est ce à quoi aspire cette caravane de la culture. Vous devez être fatigué de cette harangue. Le sage de Redfield s'écoute-t-il autant parler? Pas avec moi. Il me connaît depuis si longtemps qu'il me considère comme une sorte de machine à pain et à gâteaux. À mon avis, il n'accorde pas beaucoup d'importance à mon jugement en matière littéraire, mais il me confie sa digestion en toute confiance. Nous approchons de la ferme des Mason. L'idée est de leur vendre des livres, n'est-ce pas, à titre d'apéritif. Nous nous engageâmes dans le chemin qui menait à la ferme. Bock se mit à trotter devant nous, les pattes raides et la queue remuant gaiement, afin d'aller renifler le chien de garde. Puis Madame Mason, assise sous le porche, en train d'éplucher des pommes de terre. En nous voyant, cette grande femme plantureuse aux yeux bruns, guilleret et bovin, posa son économe. « Pour l'amour du ciel, mademoiselle McGill, dit-elle d'une voix enjouée, je suis heureuse de vous voir. Vous vous êtes fait conduire jusque chez moi ?» Elle n'avait pas remarqué l'inscription sur le fourgon et pensait qu'il s'agissait du véhicule d'un bonimenteur de passage. « En fait, Madame Mason, je me suis lancée dans le commerce des livres. Je vous présente Monsieur Mifflin. Je lui ai racheté son stock. Nous sommes venus vous vendre des livres. » Elle s'exclaffa. « Allez, Hélène, vous me ferez pas croire ça. L'an dernier, j'ai acheté un colporteur, Les grandes oraisons funèbres à travers le monde, une collection en 20 volumes. Sam et moi sommes encore embourbés dans le premier, c'est illisible. » Mifflin sauta du siège et souleva le rabat latéral de la roulotte. Madame Mason s'approcha. J'étais ravie de voir comme le petit homme s'animait à la vue d'une cliente. De toute évidence, vendre des livres était pour lui une passion. « Madame, dit-il,
Les oraisons funèbres, reliées d'un linceul, si je ne m'abuse, ont leur place dans une bibliothèque. Mais mademoiselle McGill et moi-même avons ici de vrais livres sur lesquels je me permets d'attirer votre attention. L'hiver sera bientôt là et vous aurez besoin de quelque chose de plus gai pour enchanter vos soirées. Il est fort possible que vous ayez des enfants qui tireraient pleinement profit d'un ou deux bons livres. Un ouvrage de contes de fées pour la petite fille que j'aperçois sous le porche, ou alors des histoires d'inventeurs pour ce garçon qui est sur le point de se rompre le cou en sautant du galetas de la grange, ou un livre sur la construction des routes pour votre mari. Nous avons à coup sûr l'ouvrage dont vous avez besoin. Mademoiselle McGill connaît probablement vos goûts. Ce petit homme à la barbe rousse était, à n'en pas douter, un vendeur né. Dieu seul sait comment il avait deviné que M. Mason était le préposé à la voirie de notre région. Peut-être était-ce juste un coup de chance. À ce moment-là, la plupart des membres de la famille s'étaient rassemblés autour du fourgon, et je vis M. Mason sortir de la grange avec son petit Billy, âgé de 12 ans. « Sam !» s'écria Madame Mason, « voilà que mademoiselle McGill est devenue colporteuse de livres et qu'elle se balade accompagnée d'un prédicateur. »« Bonjour, mademoiselle McGill, » dit M. Mason, un gaillard solide et grave qui se déplace lentement. « Où est Andrew ?»« Andrew est en train de rentrer à la maison pour manger son rôti de porc et sa compote de pommes. Quant à moi, je compte gagner ma vie en vendant des livres. Monsieur Myflin m'apprend à le faire. Nous avons un livre sur l'entretien des routes qui est exactement ce dont vous avez besoin. » Je vis monsieur et madame Mason échanger un regard. De toute évidence, ils me prenaient pour une folle. Je commençais à me demander si nous n'avions pas commis une erreur en commençant par des gens que je connaissais aussi bien. La situation était un tantinet embarrassante. M. Myflin vint à ma rescousse. « Vous n'avez pas lieu de vous inquiéter, monsieur, dit-il à M. Mason. Je n'ai pas kidnappé mademoiselle McGill. » Comme il fait environ la moitié de ma taille, l'image était assez cocasse. « Nous essayons d'augmenter les revenus de son frère en vendant ses livres. En fait, nous avons parié avec lui que nous pourrions vendre 50 exemplaires du Bonheur est dans le foin avant Halloween. Je suis sûre que votre esprit d'équipe nous soutiendra en prenant au moins un. Andrew McGill est sans doute le plus grand auteur de cet État et chaque contribuable devrait posséder ses livres. Puis-je vous en montrer un exemplaire ? » « Cela semble raisonnable, » a déclaré M. Mason qui a presque souri. « Qu'en dis-tu, Emma ? Penses-tu que nous devrions acheter un livre ou deux ? Parce qu'entre nous, ces oraisons funèbres... »« Pourquoi pas ?» dit Emma. « Nous nous sommes toujours dit que nous devrions lire un des livres d'Andrew McGill, mais nous ne savions pas exactement comment nous en procurer un. Le gars qui nous a vendu les discours funèbres n'avait pas l'air d'en avoir entendu parler. Vous savez quoi ? Vous feriez mieux de vous arrêter pour déjeuner avec nous, et vous pourrez nous dire ce que nous devrions acheter. J'étais sur le point de mettre les pommes de terre sur le feu. » Je dois avouer que la perspective de m'asseoir devant un repas que je n'avais pas préparé moi-même m'attirait fortement, et j'étais impatiente de voir quel genre de nourriture Madame Mason préparait pour sa maisonnée. Mais je craignais qu'en nous attardant trop longtemps, Andrew ne nous rattrape. J'allais dire que nous devions nous mettre en route et que nous ne pouvions pas rester, mais Myflin ne put résister au délice d'exposer sa philosophie à de nouveaux auditeurs. Je l'entendis répondre. « C'est très gentil de votre part, Madame Mason, et nous acceptons avec joie votre invitation. Je m'en vais de ce pas installer Peg dans votre grange. Nous pourrons alors vous parler tranquillement de nos livres. » Et à mon grand étonnement, je me surpris à opiner du chef. Myflin se surpassa pendant tout le déjeuner.
Le fait que les gâteaux secs de Madame Mason avaient un goût de poudre à lever me fit nettement moins plaisir qu'à l'ordinaire, tant j'étais absorbée par la conversation du petit vagabond. Monsieur Mason arriva en grommelant quelque chose à propos de son téléphone qui ne fonctionnait pas. Je me demandais s'il avait essayé d'appeler Andrew. Je pense qu'il craignait qu'on m'ait incité à m'enfuir. Mais il avait été conquis par la vivacité d'esprit du petit homme. Rien n'intimidait Mufflin. Il s'entretint d'édredons avec la grand-mère, lui proposa de couper un bout de sa cravate pour enrichir son nouveau patchwork. Il lui parla du livre illustré sur les duvets et les couettes qui se trouvaient dans le fourgon. Il discuta de cuisine et de la Bible avec Madame Mason, qui, en tant que figure de proue de l'école de catéchisme de Greenbriar, fut agréablement scandalisée par son récit des histoires de détectives présentes dans l'Ancien Testament. Avec M. Mason, il se lança dans l'agriculture scientifique, les engrais chimiques, les routes en macadam et la rotation des cultures. Et au petit Billy, qui s'était assis à côté de lui, il raconta des histoires captivantes sur Daniel Boone, Davy Crockett, Kit Gerson, Buffalo Bill, et ainsi de suite. Je dois reconnaître que ce petit homme ne cessait de m'étonner. Il était aussi à son aise qu'un grillon dans une cheminée, et pourtant, de temps à autre, son sérieux transparaissait. Je ne me demandais plus s'il réussirait à leur vendre des livres. Cet homme pourrait tout aussi bien écouler des pinces à linge ou des jarretières parisiennes, et parvenir à les rendre honorables. « Vous savez, monsieur Mason, poursuivit-il, vous devez de mettre quelques bons livres entre les mains de vos enfants. Les gosses des villes ont des bibliothèques, mais à la campagne, il n'y a que l'almanach du vieux docteur Holstetter et le courrier des lectrices qui ont mal au dos et racontent comment quelques pilules de Péruna les ont aidées. Donnez à ce garçon et à cette fille quelques bons livres, et vous les aiguillerez sur le chemin enchanté du bonheur. Votre fille en apprendra davantage sur la vraie vie d'une adolescente et sur la féminité en lisant les 4 filles du docteur March, qu'avec ces poupées en papier qui finissent tout entassées dans votre grenier. C'est bien vrai tout ça, acquiesça Madame Mason. Continuez votre repas, professeur. La viande va finir par être froide. Elle était conquise par le libraire ambulant et lui avait décerné le titre le plus honorifique qu'elle connaissait. J'ai lu cette histoire quand j'étais petite, et je m'en souviens encore. Je pense que c'est une bien meilleure lecture pour Dorothy que tous ces discours funèbres. Je crois que le professeur a raison. On devrait avoir plus de livres à portée de main. Avec un auteur célèbre qui vit dans la ferme voisine, c'est un peu dommage de ne pas lire davantage, non ? Ainsi, lorsque la tarte à la courge de Madame Mason fut servie, une bonne tarte, je l'admets, mais avec une pâte un poil trop lourde. Toute la maisonnée était déjà passionnée de livres, et l'atmosphère était suffisamment littéraire pour que même le docteur Elliot se sente chez lui. Puis Madame Mason nous ouvrit son salon, et nous nous y assîmes pour écouter Mufflin réciter 2 poèmes, La Revanche d'Alfred Tennyson et Maud Muller de John Greenleaf Whittier. « Eh ben, dis donc, si c'est pas délicieux, déclara Emma Mason. Le plus surprenant, c'est que ces mots riment si bien. On dirait que ça a été fait exprès. Ça me rappelle le jour de la strophe à l'école, quand j'ai appris une très jolie poésie qui s'appelait L'épave de l'Aspérus. » Et elle se laissa gagner par une délicate mélancolie. Je compris que M. Mufflin était infatigable une fois lancé. Il avait déjà commencé à raconter aux enfants l'histoire de Robin des Bois. Mais j'eus la présence d'esprit de lui faire un clin d'œil. Il fallait prendre la poudre d'escampette, sinon Andrew risquait de nous tomber dessus. Ainsi, pendant que Mufflin remettait Pégase dans ses harnais, je choisis 7 ou 8 livres qui, à mon avis, répondaient aux besoins de la famille. M. Mason insista pour que le bonheur est dans le foin en fasse partie et me donna un billet de 5 $, refusant toute monnaie. « Non, non, dit-il, je me suis beaucoup plus amusé que lors de nos réunions de fermiers. Revenez, mademoiselle McGill. Je vais dire à Andrew quel bon spectacle nous a donné votre théâtre ambulant.
Et vous, professeur, si vous êtes dans les parages, la prochaine fois que nous devons réparer des routes, passez me voir et donnez-moi d'autres bons conseils. Allez, il faut que je retourne au champ. Bock reprit sa place sous la roulotte et nous reprîmes la route en grassant des roues. Mufflin bourrait sa pipe et ricanait tout seul. J'étais un peu inquiète, craignant qu'Andrew ne nous rattrape. C'est un miracle que Sam Mason n'ait pas appelé Andrew, ai-je dit. Pourtant, il a dû s'étonner qu'une vieille fermière comme moi se retrouve là à colporter des livres. C'est ce qu'il s'est empressé de faire, m'a répondu Mufflin. Mais pas de chance, j'avais coupé son câble téléphonique. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour la suite.